Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de Didier Deschamps, car il a annoncé cette semaine qu'il allait quitter la sélection de l'équipe de France, la tête de la sélection de l'équipe de France, après la Coupe du Monde 2026. Et pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Déjà, si on retrace un petit peu son parcours à Didier Deschamps, il est arrivé en 2012, après l'Euro 2012. Et au niveau de ses résultats sur chaque compétition majeure, il a fait une quart de finale à la Coupe du Monde 2014, il a fait une finale à l'Euro 2016 en France, il a gagné bien évidemment la Coupe du Monde 2018, il a fait huitième de finale à l'Euro 2021, la finale de la Coupe du Monde 2022 et une demi-finale à l'Euro 2024. J'ai exclu aussi volontairement les coupes les Ligues de Nations, tout ça. Je juge que c'est pas forcément ce qui va impacter le palmarès d'un sélectionneur, étant donné que c'est une compétition qui, en tout cas à mes yeux, n'a pas énormément de prestige, la Ligue des Nations. Et ce qu'on peut dire, c'est que mis à part l'exception avec le huitième de finale en l'Euro 2021, puis un Euro 2021 qui est globalement assez catastrophique, il y a quand même une certaine régularité en fait dans les grands tournois de la part de Didier Deschamps. En 2014, c'est quand même une sacrée surprise qu'on arrive en quart de finale avec la sélection qu'on avait et avec aussi un effectif qui était relativement nouveau. La plus grande déception, ça aurait été quand même la finale de l'Euro 2016 chez nous, perdu. Bon, je vous refais pas toute l'histoire, mais c'était quand même un certain traumatisme. Et puis ensuite, quand on regarde les deux derniers grands tournois, que ce soit la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2024, l'Euro 2024, c'était quand même assez catastrophique de manière générale, hein. On gagne les matchs, on passe les tours, mais on n'a jamais montré quelque chose de réellement convaincant, je trouve, sur l'entièreté du tournoi. On a manqué beaucoup de consistance et c'est ça qui est aussi très dommageable. Et pour la Coupe du Monde 2022, pardon, c'est une histoire encore de régularité. Si on parle un petit peu de style de jeu, ça a été souvent quand même la même chose. Ça a été la recherche de l'équilibre, la recherche surtout d'une assise défensive très forte. Il a toujours, en tout cas régulièrement, joué avec son 4-2-3-1 avec l'implémentation d'un milieu sur une aile depuis la Coupe du Monde 2018 pour pouvoir stabiliser l'équipe sur les phases défensives. Donc on est vraiment sur une idée où l'équipe de France devait ne pas encaisser de buts avant même de pouvoir marquer des buts. L'objectif était plus de ne pas perdre les matchs plutôt que de réellement les gagner, en tout cas dans un premier temps, parce que bien évidemment derrière il faut marquer les buts. Et on a toujours eu, en tout cas sous Didier Deschamps, des très bons joueurs offensifs, hein, que ce soit des mecs sur les côtés, comme Coman, comme Ribéry, après Mbappé. On a eu aussi en pointe Giroud, Benzema, Lacazette pendant un certain moment. En tout cas, on a toujours eu des plutôt bons joueurs offensifs, une plutôt bonne génération offensive, avec des joueurs créateurs qui se sont montrés importants dans certaines périodes, que ce soit Valbuena en 2014, que ce soit Payet ensuite, il y a eu Griezmann bien sûr. Griezmann qui a été vraiment le joueur fort et c'est, je pense, en tout cas le joueur qui symbolise le mieux l'ère d'Didier Deschamps. Et en termes de tactique, du coup, il y a toujours eu à peu près la même composition. Voilà, ce fameux 4-2-3-1, même s'il y a eu certains tests, notamment à la suite de l'Euro 2021, avec les tentatives d'implémentation, d'ailleurs même pendant la compétition, hein, pendant l'Euro 2021, des tentatives d'implémentation d'une défense à 3. Mais c'est toujours des tests qui se sont passés en fait sur du court terme parce que ça ne montrait pas énormément de résultats dans un premier temps. Mais il fallait aussi que l'équipe apprenne à jouer et à trouver des automatismes sous ce schéma de jeu. Et je pense que c'est aussi ça le reproche qu'on puisse faire à Didier Deschamps, c'est que quand quelque chose ne fonctionnait pas dans le relativement court terme, il revenait très très vite à ses fondamentaux. Mais derrière, ça donnait des résultats dans les grands tournois. Donc c'est vrai que quand on regarde, en fait, d'un point de vue global, le passage de Didier Deschamps sur la sélection française, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs, parce qu'on a toujours été régulier dans les grands tournois. On a eu des joueurs qui se sont montrés comme des top joueurs mondiaux, mais on peut aussi voir ça dans une demi-teinte parce qu'on se dit, ouais, ok, si on a fait tout ça avec une si bonne assise défensive, qu'est-ce que ça aurait donné avec un jeu plus offensif, un jeu auquel on aurait dû donner du temps parce qu'il y a quand même 2 ans entre chaque tournoi, il y a quand même moyen d'essayer d'implémenter des choses nouvelles et d'implémenter aussi des automatismes. Donc on peut se dire ça aussi. Est-ce que ça aurait pas été encore mieux
avec un autre système de jeu. Par exemple, la défense à 3, c'était quelque chose qui était et qui est même toujours assez populaire et qui était très populaire pendant l'Euro 2021, puis à la suite. C'est quelque chose aussi qu'on a testé, mais pas assez longtemps. Et on peut se dire aussi qu'avec une défense à 3, on aurait pu du coup avoir des pistons qui montent beaucoup plus haut, surtout avec les pistons qu'on avait à ce moment-là, c'est-à-dire Théo Hernandez qui commençait à s'implémenter dans l'équipe de France. Et à droite, je n'ai plus réellement de souvenir. Si, on avait Jonathan Klaus, pardon. Jonathan Klaus qui est plus fort, qui est un meilleur piston qu'il n'est un défenseur latéral. Donc on avait des joueurs quand même plutôt offensifs sur les côtés et ça aurait pu donner quelque chose, je pense, de plutôt en tout cas intéressant. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a eu un manque d'implémentation de joueurs créatifs, notamment au milieu de terrain. Alors, on a eu Valbuena, on a eu Payet, on a Griezmann qui a rempli ce rôle à merveille et qui s'est même un petit peu bridé sur la fin pour jouer une sorte de 6-8-10 vraiment impressionnant. Griezmann qui pouvait descendre très bas, qui pouvait créer tout le jeu derrière. Et c'est vrai qu'à part Griezmann, et quand Griezmann était moins bien, ben, on avait plus beaucoup d'occasions en fait de marquer des buts. Et c'est pour ça aussi que c'est de là qu'on commençait à fuser un petit peu les critiques envers Deschamps. Parce que Griezmann, en club, il joue à l'Atlético Madrid et c'est un mec qui joue tous les matchs de la saison. Cette année, il en joue un peu moins parce que tout simplement, il a aussi besoin de se reposer. Il prend de l'âge, Antoine. Mais c'est quelqu'un qui, de manière générale, jouait tous les matchs de la saison. Et on pouvait comprendre aussi que par moment, il était un petit peu moins bien. Et je pense qu'il y a certains joueurs créatifs qui auraient mérité d'avoir une chance en équipe de France. Surtout quand on a perdu Pogba, en fait. Pogba, c'était aussi l'âme créative de ce milieu de terrain, avec Kanté ou Matuidi qui étaient plus là pour récupérer les ballons, faire un petit peu le sale boulot. Par contre, Pogba, notamment pendant l'Euro 2021, malgré qu'on soit un petit peu catastrophique sur tout le long, eh ben, c'est un des seuls joueurs, peut-être avec Benzema, qui ont vraiment su lever la tête et relever la tête de l'eau et montrer des bonnes choses. Donc, une fois qu'on avait perdu Pogba et qu'en plus Griezmann, bah, tout simplement, était un petit peu moins bon, c'est vrai qu'on a quand même eu beaucoup de mal à créer du jeu. Et c'est de là qu'on commençait à fuser toutes les critiques. Et c'est aussi une bonne transition pour parler un petit peu de la gestion humaine, parce qu'on a quand même quelques cas qui sont assez marquants. Déjà, quand Deschamps arrive en sélection, pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il exclut Samir Nasri, qui était à ce moment-là dans une très très bonne période et qui aurait très largement mérité d'arriver dans ce tournoi. Nasri est exclu, et déjà, ça a été le premier, on va dire, clash de l'ère des champs, où Nasri ensuite annonce la fin de sa carrière internationale, ce qui peut être compréhensible, hein, parce que sportivement, il n'y avait aucune raison de l'éjecter. Après, c'est un joueur avec un fort caractère, Nasri, mais c'était pas le seul à ce moment-là. Et voilà, à ce moment-là, en sélection, des mecs comme Ribéry, comme Evra, comme Benzema, bah, c'est des mecs aussi qui ont des caractères forts et sportivement qui était aussi tout aussi bon que Nasri. Donc ça a été le premier clash. Après les raisons extrasportives, tout ça, il n'y a pas forcément, il y a pas forcément lieu d'en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, ça a été le premier cas. Ensuite, il y a eu forcément bon, le cas Benzema, hein, qui a été exclu de la sélection pendant 5 ans et qui est revenu. Et quand il est revenu, il a été maltraité, on peut le dire comme ça, hein. Benzema, il était à ce moment-là. En fait, qu'il soit exclu pendant quelques temps à cause de tout ce qui se passe extrasportivement, le temps aussi que le climat médiatique tombe et refroidit par rapport à son cas, c'est totalement compréhensif. Ce serait même protéger son joueur. Mais j'ai l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, parce que je suis pas du tout dans l'histoire, que ça s'est pas trop passé de cette manière-là, que Benzema, il n'a pas forcément eu d'appel avec Deschamps. Je crois qu'en plus, c'est ce qu'il disait, Benzema, dans une interview, qu'il n'a pas eu d'appel avec Deschamps pour que Deschamps lui explique pourquoi il ne l'a pas sélectionné. Et à ce moment-là, Benzema, c'est quand même un joueur majeur de l'équipe de France. Il y a eu la fameuse stat avec les plus de 600 minutes sans marquer. Mais malgré ça, c'était quand même un joueur très important. C'était le numéro 9 titulaire de l'équipe de France. Et un petit peu du jour au lendemain, il s'est fait un petit peu dégager sans raison. Et on peut comprendre que ça a plu ni à Benzema ni à ses supporters.
Et du coup, il a été éjecté pendant 5 ans de la sélection. Il revient un petit peu en recrue surprise pour l'Euro 2021, où il n'a pas joué les matchs de préparation avant. Donc, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu un bourbier pour Benzema parce qu'il arrive dans un tournoi majeur où il va être observé par tout le monde, sans vraiment connaître l'équipe avant. Et en fait, c'est simple, s'il se rate, là, par contre, ça risquait de clasher très sévère. Mais c'est pas le cas parce qu'à l'Euro 2021, il est très bon, Benzema. Sur les 4 matchs, il marque 4 buts. Et il est très bon, en fait, sur tout le tournoi. Donc, en plus, c'est aussi lui qui permet derrière de remporter la Ligue des Nations. J'avais dit que je voulais pas trop en parler, mais bon, c'est quand même un fait majeur de la deuxième partie de l'histoire de Benzema en équipe de France. C'est lui qui porte l'équipe de France contre l'Espagne en finale pour remporter la Ligue des Nations, notamment ces deux buts qui sont des bangers absolus, hein. Le premier but, il met une sorte de contrôle du talon pardon, pour se la remettre devant et marquer. Puis le deuxième, c'est une frappe totalement excentrée sur la lucarne. C'est ces deux buts qui sont incroyables et que je vous invite bien à regarder parce que sincèrement, on ne se lâche jamais de buts comme ça. Et à la suite de ça, il est appelé pour la Coupe du Monde 2022 et il est encore blessé, mais les rumeurs disent, et même Benzema disait lui-même qu'il pourrait quand même jouer peut-être à partir du troisième match ou du deuxième match, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu, notamment avec Varane, où il ne pouvait pas jouer tous les matchs et il a quand même été sélectionné. Donc, et derrière, Deschamps décide d'exclure Benzema de la sélection. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est Deschamps lui-même ou plus haut ou son staff, mais en tout cas, Benzema est exclu de la sélection pour la Coupe du Monde 2022, malgré qu'il soit de base dans les sélectionnés, hein. Donc, la gestion humaine, en tout cas par rapport à Benzema, peut-être par rapport à un des 3, 5 meilleurs joueurs français de l'histoire, c'est quand même assez catastrophique. Et ça gâche quand même une certaine partie de la carrière de Benzema où on aurait beaucoup aimé le voir bah, en fait plus avec l'équipe de France. On peut aussi parler justement quand on parle de cette période après post-2021, tout ça. On peut parler aussi de Giroud. Giroud, il y a eu une gestion humaine qui a été assez calamiteuse avec lui. C'est-à-dire que par moment, quand Benzema revient, Giroud n'est presque plus sélectionné. Il y a beaucoup de sélections qui manquent à Giroud parce que quand Benzema revient, il explique Didier Deschamps en interview, oui, devant les médias, qu'il ne peut pas vraiment sélectionner Giroud pour le mettre sur le banc. Chose démentie par Olivier Giroud lui-même, hein, qui explique que du moment où il est sélectionné, il viendra en sélection avec grand plaisir et s'il doit rester sur le banc, il restera sur le banc. Et ce qui est d'autant plus hypocrite que quand Giroud ne jouait pas, à l'époque où il était à Arsenal, puis à Chelsea, où il ne jouait pas, il était sélectionné et titulaire en équipe de France. Ensuite, il est parti à l'AC Milan et il était titulaire pardon, à l'AC Milan et il n'était plus sélectionné avec l'équipe de France. Donc on se dit, c'est un peu bizarre, quoi. Pourquoi, quand il joue pas en club, il est sélectionné, il est titulaire et quand il joue en club, il n'est pas sélectionné du tout. Donc voilà, la gestion encore humaine avec Giroud était un petit peu bizarre. Il y a eu l'histoire du capitaine, là, du nouveau capitaine quand Lloris a pris sa retraite. Griezmann, Mbappé, c'est finalement Mbappé qui a été choisi. Ce qui a quand même mis un coup au moral parce qu'on a vu que Griezmann il commençait à être moins performant. Ça a coïncidé un peu avec cette période. Donc quoi qu'on nous dise en interview de la part de chaque côté, c'est sûr que ça a joué. Et je pense que mentalement, ça a quand même mis un coup à Griezmann parce que Griezmann, il est là quand même depuis 2014-2013. Didier Deschamps, c'est celui qui l'a recruté, qui l'a sélectionné en premier. Et ça a été son meilleur joueur pendant toutes ces années-là, pendant presque 10 ans. Tu te dis que normalement, quand Lloris prend sa retraite, c'est lui le plus ancien. En plus, Griezmann, à ce moment-là, c'est lui qui doit prendre le brassard de capitaine. Finalement, non, c'est Mbappé qui le prend. Et Mbappé qui a une histoire récente avec l'équipe de France qui était très bonne. Mais encore une fois, Mbappé il rate totalement son tournoi en 2021. Alors que Griezmann, il est bon sur tous les tournois. Donc on peut se dire que, à part peut-être l'Euro 2024, mais on peut se dire qu'à partir de là, c'est quand même assez bizarre que Griezmann ensuite soit moins performant à la suite que Mbappé soit capitaine et qu'il décide un petit peu du jour au lendemain parce que ça a mis un coup au moral à tout le monde et ça a surtout surpris tout le monde, hein. Griezmann, c'est un petit peu du jour au lendemain qu'il décide de prendre sa retraite et bah, on peut se dire que c'est un peu bizarre.
En tout cas, sur la gestion humaine, il y a quand même pas mal de choses qu'on pouvait reprocher à Deschamps. Après, un truc qu'on peut pas reprocher, c'est qu'il a toujours été relativement droit dans ses bottes, hein. Il a toujours expliqué que il faisait sa sélection par rapport au groupe et que des joueurs qui étaient moins bien acclimatés au groupe n'avaient pas. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais on pouvait le sous-entendre comme ça. C'est que des joueurs qui sont pas acclimatés au groupe, ils n'avaient pas vraiment leur chance en équipe de France. Donc il a toujours fait ça par rapport au biais du groupe. Quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui parce que les anciens ne sont plus là. Et je pense que c'est ça qui tenait beaucoup aussi. Et ce qui a toujours bien tenu avec l'équipe de France, c'est que les anciens accueillent les nouveaux. Maintenant, il y a très peu d'anciens. Il y a très peu de joueurs de ne serait-ce que 2018 qui sont encore là aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il y avait peut-être aussi une stratégie de sélection à revoir du côté de Didier Deschamps. Donc, vous l'aurez compris, moi je pense qu'avec tout ce qu'on vient de dire, le fait qu'il arrête aujourd'hui, en tout cas il arrête après la Coupe du Monde 2026, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose qu'il arrête après 2026 et qu'il n'arrête pas aujourd'hui, c'est-à-dire en janvier 2025, du jour au lendemain. Parce que s'il devait arrêter à un moment, je pense que la bonne période, ça aurait été soit après la demi-finale de l'Euro 2024, ou alors après 2026. Parce que 2026, un nouveau sélectionneur pourra venir et pourra faire un petit peu les choses plus à sa manière, on va dire. Je pense aussi qu'aujourd'hui, le message de Didier Deschamps, notamment dans le vestiaire, passait moins bien. C'est-à-dire que on a une génération de joueurs qui se connaissent pas entre eux. On a peu de joueurs qui jouent dans le même club, hein. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, ça. Il y a pas beaucoup de joueurs qui jouent vraiment entre eux, à la fois en club et en sélection. Ce qui était différent d'une certaine époque où on avait beaucoup de joueurs qui étaient notamment au Real, qui étaient notamment dans des grands clubs européens. Donc, c'est une bonne chose qu'il arrête aujourd'hui, qu'il arrête après la Coupe du Monde 2026, en espérant que ça puisse faire une sorte d'électrochoc un petit peu au groupe pour la Coupe du Monde 2026. Mais en tout cas, c'est une bonne chose qu'il arrête à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de critiques aussi à son encontre de la part des fans et des supporters de l'équipe de France. Donc, d'une manière générale, je pense que c'est une bonne chose. Et on peut s'interroger, même si je pense qu'on a tous un petit peu la même personne en tête, qui pour remplacer Didier Deschamps. Je pense que l'idée, elle est claire pour tout le monde. Il faut que ce soit Zidane. Euh, Zidane, il n'a pas coaché depuis, il me semble, 2021 ou 2022. 2021 qui doit quitter le Real ou 2020. J'ai pas la date en tête exactement, mais il me semble que c'est 2020 ou 2021 qui quitte le Real Madrid à la suite d'une saison pas terrible, terrible. Et depuis, il n'a pas coaché parce qu'il attend l'équipe de France. Et là, le signal, il est là. Il faut que ce soit Zidane après la Coupe du Monde 2026. C'est très certainement le joueur français, en tout cas l'ancien joueur français, l'homme français le plus apprécié du groupe de la part de la France, en fait, tout simplement. C'est sûrement l'icône du football français, encore aujourd'hui, même s'il n'est plus en activité. C'est l'homme avec qui beaucoup de gens, notamment peut-être pas ma génération, mais surtout un peu avant moi, ont grandi. Donc c'est clairement l'homme qu'il faut. C'est l'ancienne gloire la plus respectée aujourd'hui en France. C'est quelqu'un où quand il parle, tout le monde l'écoute. Et c'est quelqu'un qui, surtout, n'aura aucune crainte en fait de dire les termes et de faire les choses à sa manière. Parce que c'est quelqu'un qui aura plus gagné que n'importe qui dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui aura plus prouvé et qui aura en plus qui aura en plus toute la France derrière lui. Donc il faut que ce soit Zidane. Et en plus, l'histoire serait super belle d'avoir Thierry Henry pour les espoirs et Zidane pour la sélection des A. Zidane, il l'a dit et il l'a redit, son entourage l'a dit. Zidane veut être sélectionneur de l'équipe de France un jour. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a refusé beaucoup d'offres, hein, notamment quand Manchester United ou la Juve, ils cherchaient un coach. Ils ont demandé à Zidane et Zidane avait refusé. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Pour moi, l'homme de la situation est l'homme qu'il faut implanter. De toute façon, j'ai pas vraiment d'autres noms, hein. Pourtant, j'ai réfléchi. Je me suis dit qui pourrait revenir, enfin venir à la tête de l'équipe de France A. Et ben, les deux noms que j'avais, c'était Zidane et Thierry Henry. Si Thierry Henry devait quitter la sélection des jeunes, sachant qu'il fait du très bon boulot là-bas.
Donc je pense que si lui il quittait la sélection des espoirs, il pouvait venir aussi en équipe de France A. Mais je pense que il devrait rester en sélection espoir au moins pour un bon moment, Thierry Henry, surtout qu'il a eu pas mal d'échecs en tant que coach avant. Et Zidane doit être l'homme qui doit venir en équipe de France A après la Coupe du Monde 2026. En tout cas, dites-moi vous en commentaire si vous voyez un autre coach, un autre sélectionneur pour pouvoir remplacer Didier Deschamps. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous avez pensé d'une manière globale du passage de Didier Deschamps en équipe de France. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que quand on regarde les réseaux, c'est quand même assez clivant. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, dites-moi ça en commentaire et on pourra en débattre avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner si vous aimez le football, si vous aimez les contenus analyse football, parce qu'il y en aura très régulièrement sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux si vous voulez du contenu plus court ou si vous avez des questions à poser, notamment sur Instagram où je suis quand même assez réactif des messages que je peux recevoir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. Et sur ce, j'espère que le podcast vous a plu. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Et sur ce, passez une bonne journée. À la prochaine. Au revoir tout le monde.